Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour une leçon consacrée à la complexification. Complexifier d'un R espace vectoriel et de l'ensemble des endomorphismes de cet espace. En fait, on part donc d'un R espace vectoriel et on va en faire un C espace vectoriel. Bon, ici, ça n'a pas d'intérêt d'avoir E égale 0. Donc E sera toujours différent de 0. Si E est un C espace vectoriel, alors E est aussi un R espace vectoriel et même un Q espace vectoriel, ça on le sait depuis longtemps, parce que E plus est un groupe abélien, et si K égale Q ou R, l'opération qui a lambda X appartenant à K croix E associe lambda X appartenant à E, vérifie évidemment tout ça, donc c'est bon. Si le C espace vectoriel grand E est de dimension n de base B ici, alors le R espace vectoriel E est de dimension 2n et de base B' égale B union IB. B union IB, ça veut dire que IB, c'est une notation, c'est ça, on a multiplié tous les EK par I, et puis B', ben on réunit tout ça. Démonstration, supposons qu'on ait cette combinaison linéaire nulle, donc ça nous fait ça, et donc comme les EK forme une base du C espace, eh bien AK plus IBK est toujours égal à 0, donc AK et BK sont nuls. Soit X appartenant à E, elle est génératrice, donc tout X peut s'écrire comme ça dans le C espace grand E, et donc X va être égal à ça, et donc on voit que la base B' est génératrice, donc B' est une base du R espace grand E. Donc la dimension de E par rapport à R, est, en tant que R espace, est 2n. Voilà, et c'est bien ce que j'ai mis. Problème, on se donne un R espace grand E, on veut construire un C espace grand F, donc aussi un R espace vectoriel, dont E sera un sous-espace. F doit contenir IE, qui est l'ensemble des éléments comme ça, ce qui a priori IE et IX n'appartient pas à E. On prend donc F égale E croix E, en identifiant E à E croix 0 et IE à 0 croix E par des isomorphismes de R espace qui sont évidents, je ne vais pas le démontrer, ça c'est un R espace, et ça c'est évidemment un isomorphisme, hein, d'accord. Ainsi tout xy qui est égal à x0 plus 0y sera un x plus iy, et on voit bien que ça appartient à E plus IE, voilà. C'est-à-dire F. On veut faire des calculs comme dans C, ce qui conduit à poser que quand on prend cet élément xy de F et qu'on multiplie par A plus IB, c'est comme si on faisait A plus IB étoile x plus y, c'est le x plus y qu'on a là, et donc on a envie que ça fasse ça bien sûr. Et donc, et ça c'est bien dans E, d'accord, ça c'est bien dans E, puisque A et B c'est des réels, donc ça fait bien E plus IE. Voilà. Donc, et comme ça, on ne se posera pas de questions. Donc, il faut définir ça. Définition, E est un R espace, donc aussi un E2 est aussi un R espace. On définit l'opération externe qui est au couple A plus IB, c'est-à-dire un nombre complexe, un couple de E2, un élément de E2. Donc appartenant à C croix E2, cette opération complexe externe, c'est une application bien sûr, associe A plus IB, on va la noter étoile XY, qui sera égale à l'élément AX moins BY, AY plus BX de E2. Elle fait de E2, alors ça on va le démontrer après, un C espace vectoriel. Notons que d'abord que si lambda appartient à R, lambda étoile XY est égal à lambda X, lambda Y est égal à lambda XY. En effet, j'applique cette formule, ça veut dire que A est égal à lambda et B est égal à 0, ça fait donc lambda X, lambda Y. D'accord? Ça fait donc lambda XY. Donc la restriction de ça à R croix E2 coïncide avec l'opération externe qu'on avait déjà sur E2 en tant que R espace vectoriel, c'est-à-dire lambda fois le couple XY qui est égal à lambda X, lambda Y. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va démontrer que cette opération confère à E carré une structure de C espace vectoriel.
montrons que E croix E est un C espace vectoriel. Alors on a déjà vu ça, quel que soit lambda appartenant à R, donc on a ça. En particulier, on a ça. Par ailleurs, E croix E muni de l'addition est un groupe abélien, on le sait. Donc il ne me reste plus qu'à démontrer des propriétés liées à la distributivité et l'associativité. Donc, bon, c'est que du calcul, hein, d'accord. Après, j'applique la définition de l'étoile, je sépare en deux, et j'obtiens bien ça. Ici, je calcule d'abord ça, oui c'est ça. Ensuite, j'applique la définition de l'étoile, je trouve ça, et j'ai tout de suite ça. Celui-là est un petit peu plus compliqué, je calcule d'abord ça. Ensuite, j'applique encore étoile, c'est du calcul. Hein. Et puis, si je fais ça d'abord, ça fait ça, étoile xy, j'applique encore étoile, et je trouve la même chose. D'accord? Donc, ça veut dire que ça, c'est égal à ça. Donc, finalement, j'ai bien un C espace. Le C espace est appelé l'espace complexifié de E, et on note EC. Il faut bien voir que c'est E croix E. Hein. Remarque, quel que soit xy appartenant à E, I étoile xy est égal à 0 plus 1 I étoile xy, ça fait moins yx. En particulier, I étoile x0 est égal à 0x, et I étoile 0y est égal à moins y0. xy peut s'écrire x0 plus 0y égale x0 plus I étoile y0. D'accord? Et ça va nous donner envie de simplifier ça en le notant x. Et si bien que xy s'écrira x plus I étoile y. L'application qu'on a ici est un isomorphisme du R espace vectoriel E vers le R espace vectoriel E croix 0, sous-espace du R espace E croix E, qui permet d'identifier E à E croix 0. D'accord? Donc E sera donc l'ensemble des x0 où x appartient à E, et 1 donne envie d'écrire que xy est égal à x plus I étoile y, que l'on simplifiera, nous, en fait, en x plus y. Une notation dangereuse, parce que à chaque fois, il faudra bien se rendre compte que y n'est pas un nombre réel, x non plus. Ce sont des éléments de l'espace vectoriel grand E. Notation définitive, tout élément xy de E, c'est en tant que C espace vectoriel E croix E, se note x plus y. Donc si xy, x', y' appartiennent à E, dire ça équivaut à dire ça, c'est-à-dire à ça. Donc il y a unicité de l'écriture. X plus y appartient à E, ça équivaut à dire que xy est un z0, donc que y est égal à 0. Évidemment, z est égal à y. Et dire que ça c'est égal à 0, ça équivaut à dire que xy est égal au 0 de C2, c'est-à-dire 0, 0, donc que x égale y est égal à 0. Quel que soit y appartenant à E, on a vu que I étoile y0 est égal à 0y, qui invite à noter IE, le R espace vectoriel, composé des couples 0y, y appartient à E, qui est en fait 0 croix E. Donc c'est bien un R sous-espace vectoriel du R espace vectoriel E croix E. De même qu'on a identifié E avec E croix 0, qui est lui aussi un R sous-espace vectoriel de E croix E. Mais attention, E et IE ne sont pas des C espaces vectoriels, donc pas des sous-espaces vectoriels de EC. En effet, si X appartient à E et n'est pas nul, Ix est égal à I étoile X0 est égal à 0x, et du coup il n'appartient pas à E parce que X est différent de 0. Et si X appartient toujours à E moins 0, Ix donc est égal à 0x appartient à IE, mais alors du coup si je fais I multiplié par Ix, ça fait I de X, ça fait moins X, ça fait moins X0, et ça appartient à E, mais ça n'appartient pas à IE. D'accord? D'ailleurs, j'aurais pu noter à cet endroit-là que E et IE n'ont que 0 en commun. Je le mettrai un petit peu plus loin. Si E est un R espace vectoriel de dimension n de base B, alors EC est un C espace vectoriel de dimension n de base B. EC est un R espace vectoriel de dimension 2n de base B union IB, c'est-à-dire c'est ça, on a déjà rencontré. Et petit 3, les R espaces vectoriels E et IE sont de dimension n de base respective
B et IB. Démonstration pour le petit 1, si je prends x, y, donc il s'exprime dans la base B, donc avec des coordonnées xk, yk, x plus y est égal à ça, c'est-à-dire à ça. D'accord? Et donc ça montre que B est génératrice de EC. Et en même temps, si on a des nombres complexes, et si on a une combinaison linéaire des EK qui est nulle, ce qu'on a fait avant, ça revient à dire ça. Donc tous les AK BK sont nuls, et donc les AK plus IBK aussi, donc B est libre, et donc c'est une base. Et en plus, la dimension de EC est égale à N. Petit 2, là, il n'y a rien à dire, puisqu'on l'a déjà fait. On a vu que si B est la base d'un C espace vectoriel grand E, alors B union IB est la base du R espace vectoriel grand E, d'où le résultat du petit 2. Hein. EC est un R espace vectoriel de dimension 2n. D'accord? Voilà. Donc, de base V. C'est-à-dire qu'on est dans le cas E égale C. Petit 3, donc petit 3, c'est évident pour E, on l'a déjà dit, hein, E est un R espace vectoriel de base B, et si je prends l'application F de E vers IE qui fait ça, c'est évident que c'est un isomorphisme, et donc on en déduit que IE est un sous-espace vectoriel de EC, alors de E croix, on va dire, et F de B, bah, c'est IB, c'est une base de IE, d'accord, qui va donc être une base de IE, et parce que la base est transformée en une base, qui est donc de dimension recte. Si F est un R sous-espace vectoriel du R espace vectoriel E, alors F' égale F plus IF, c'est-à-dire l'ensemble des X plus Y, XY appartenant à E, autrement dit l'ensemble des couples XY tels que X et Y appartiennent à F, autrement dit ça, est un R sous-espace de E croix E, bah oui, ça c'est une propriété, hein, qu'on connaît, on a vu ça avec les sous-espaces vectoriels, mais F' est aussi un C sous-espace de EC, et en fait on a F' qui est égal à FC, le complexifié du R espace F. Démonstration, si je prends U égale XY, X plus Y, c'est-à-dire XY appartient à F', si je prends, donc alors X appartient à F et Y à F, évidemment, même chose pour U', et si je prends lambda égale A plus IB appartenant à C, et que je fais lambda U plus U', lambda U ça va me faire ça, plus U', ça me fait ça, et là-dedans j'ai quoi? J'ai X, Y, X' qui appartiennent à F, et j'ai A et B qui sont des réels, donc ça appartient à F, idem ici. Et donc ici j'ai un élément de F, un élément de F, donc je reste bien dans F', ça veut dire que ce truc-là appartient à F', d'où j'en déduis que F' est un C sous-espace vectoriel de C. Alors FC c'est quoi? C'est F croix F, hein, c'est-à-dire F plus IF, c'est-à-dire F', d'où le résultat. Hein. Alors évidemment, on a évidemment, si E est dimension finie, dimension de F' du complexifié, hein, qui est égal, ben on sait, aux dimensions de F sur R. Voilà. Remarque que E intérieur est égal à ça, donc à 0. Définition, si U égale X plus Y appartient à EC, on dit que X est la partie réelle de U et Y la partie imaginaire de U. Conjugaison, ben ça va être l'application qui a U égale X plus Y appartenant à EC, associe ce qu'on appelle le conjugué de U, qui est X moins Y appartenant à EC. Alors voilà une application qui est bijective, qui est même involutive. Alors involution c'est évident, bijective parce que si je prends un X plus Y qui appartient à EC, c'est l'image de l'unique X moins Y appartenant à EC. Et par ailleurs, si U' appartiennent à EC et lambda appartient à C, on a ça, donc c'est de la linéarité ça, mais ça c'est pas de la linéarité, lambda est transformé en lambda bar. On appelle ça de l'antilinéarité. Si F est un C sous l'espace de EC, alors son conjugué, qui est égal à gamma F, est un C sous espace de EC. Démonstration, on prend U', d'accord, et on fait gamma de U plus U', bon, ça c'est évident. Ça fait gamma de U plus gamma U'. Si on prend ça, lambda U est égal à ça,
Donc gamma de lambda U va être égal à ça. Et si je fais lambda bar gamma U, eh bien je trouve la même chose de le résultat. Soit pour le petit 2, oméga prime appartenant à gamma F, lambda appartenant à C, donc oméga c'est un gamma de U, c'est-à-dire un U bar où U appartient à F, oméga prime c'est un gamma de U prime, c'est-à-dire un U prime bar où U prime appartient à F. Bien, lambda oméga plus oméga prime est égal à lambda gamma U plus gamma U prime égale gamma de lambda bar U, là j'utilise ça, plus gamma U prime égale gamma de lambda bar U plus U prime, mais comme U et U prime sont dans F et que c'est un C espace vectoriel, ça appartient à F, donc c'est un gamma d'un élément de F, donc ça appartient à gamma de F, donc je vois que gamma de F est un C sous-espace de EC. F est un C si F est un C sous-espace du C espace EC, alors partie réelle de F est égale à partie imaginaire de F, c'est un R sous-espace du R espace E. Et on note PF ce sous-espace, démonstration, F est un C sous-espace de EC, donc un R espace vectoriel, ça on le sait déjà. Et si je prends U égale partie réelle de X plus Y, c'est-à-dire U égale X en fait, avec X plus Y appartient à F, et U prime pareil, et lambda appartenant à R, lambda U plus U prime c'est lambda X plus X prime, qui est la partie réelle de lambda U plus U prime, et lambda U plus U prime ça appartient à F. Donc ça veut dire que ça appartient à R de F, donc R de F est un R sous-espace vectoriel de F. Voilà pour partie réelle de F. Maintenant, on va voir qu'il est égal à l'imaginaire, parce que si U est l'imaginaire de X plus Y, où X plus Y appartient à F, donc U égale Y, X plus Y est égal à moins Y plus X, implique que Y c'est la partie réelle de moins I X plus Y, mais comme X plus Y appartient à F, quand on multiplie par moins I, il y a un moins ici, eh bien ça appartient toujours à F, puisque c'est un C espace vectoriel, donc U appartient à partie réelle de F, donc on a cette inclusion. Maintenant, si oméga est égal à partie réelle de X plus Y, où X plus Y appartient à F, donc oméga égale X, I vecteur de X plus Y, c'est la même chose, est égal à moins Y plus X, ça implique que oméga est égal à la partie imaginaire de I facteur de X plus Y, mais X plus Y appartient à F, donc I facteur de X plus Y appartient à F, donc on prend la partie imaginaire d'un élément de F, ça veut dire qu'oméga appartient à l'imaginaire de F, donc la partie réelle de F est inclue dans l'image de F, et donc on a l'égalité, et donc on en déduit que puisque l'autre était un sous-espace vectoriel, eh bien celui-là est aussi un C sous-espace vectoriel. Ce qu'on voulait démontrer, c'est que c'était un R sous-espace vectoriel du R espace E. Comme on l'a démontré déjà pour le premier, l'autre c'est pareil, c'est un R sous-espace vectoriel du R espace E. On a toujours E qui est un R espace vectoriel et F un C sous-espace du C espace vectoriel EC. On suppose là que F est de dimension finie n supérieure ou égale à 1 et que B égale E1 jusqu'à En est une base de F. Alors F bar est de dimension finie n et une base de F bar, ça va être la base conjuguée des EK bar. Démonstration, on sait déjà que F bar est un C sous-espace vectoriel de EC. De plus, comme les UK appartiennent à F, les UK bar appartiennent à F bar, soit U appartenant à F bar. Alors U bar appartient à F et U bar peut donc s'écrire comme combinaison linéaire des EK puisque B est une partie génératrice. Donc U en passant au conjugué est égal à la somme des lambda k bar EK bar. Les lambda k bar appartiennent à C et donc on voit que B bar est génératrice. Supposons que somme des lambda k EK bar, donc les lambda k appartiennent à C, est égale à 0. Alors on passe au conjugué et donc on va obtenir somme de lambda k bar EK qui est égale à conjugué de 0, c'est-à-dire à 0. Donc comme les EK sont libres, eh bien tous les lambda k bar vont être nuls. D'accord? Donc leur conjugué aussi, donc tous les lambda k sont nuls. Et donc on vient de démontrer que B bar est libre. Donc B bar, qui était une partie génératrice, est une base de F bar. Et la dimension de F bar
est égal à n, c'est-à-dire à la dimension de f. Soit f un C sous-espace de EC, alors f inter E est un R espace en tant que C espace, est un R sous-espace du R espace EC, f inter f bar un C sous-espace du C espace EC, et f inter f bar est complexifié de E inter. Bon, la première est évidente parce que E et F sont tous les deux des R espaces vectoriels. On sait déjà que f bar est un C sous-espace du C espace EC, donc f inter f bar est un C sous-espace du C espace EC, soit U appartenant à f inter f bar, il s'écrit comme ça, et donc comme il appartient à f bar, celui-là appartient à f, et donc ça appartient à f, ça appartient à f, ça aussi, comme f est un sous-espace, tout ça, ça appartient à f, donc x, y appartiennent à f. Donc, comme ils appartiennent de base à E, ils appartiennent à E inter f, donc ça appartient aux complexités de f inter E, puisqu'ils sont tous les deux dans f inter E. Donc on a cette inclusion. Maintenant, réciproque, si U égale x plus y appartient au complexifié, alors x et y appartiennent à f, donc x plus y appartient à f, x moins y appartient à f aussi, puisque c'est un espace, donc U bar appartient à f, donc U appartient à f bar, donc U appartient à f inter f bar, donc on a l'inclusion de l'égalité. Maintenant, toujours f un C sous-espace du C espace EC, alors on a f plus f bar égale le complexifié de P de f, et si f est de dimension finie, on a cette égalité. F bar sont des sous-espaces de, et donc f plus f bar aussi, soit oméga appartenant à f plus f bar, il est égal à ça avec f bar, donc ça veut dire que puisque celui-là appartient à f bar, U' bar appartient à f. U plus U' bar appartient donc à f, et donc il est égal à ça, x plus x' est la partie réelle de U plus I' bar, donc il va appartenir à la partie réelle de f égale P de f, et y moins y', c'est la partie imaginaire de U plus I' bar, et donc il appartient à image de f égale P de f. P de f est un sous-espace de EC, donc c'est un C sous-espace de EC, donc x plus x' plus y moins y' appartient à P de f, donc W appartient à P de f, quel que soit W appartenant à f plus f bar. Donc f plus f bar est inclus dans P, dans le complexifié. Réciproquement, si W appartient au complexifié, alors x et y appartiennent à P de f, qui est partie réelle, partie imaginaire de f. Donc x est partie réelle d'un U1, qui est comme ça, donc x égale U1, U1 appartient à f. Y, c'est la partie imaginaire d'un U2 qui appartient à f, U2 est égal à y, et W égale x plus y va être égal à x1 plus y2, qui nous fait 1 demi de U1 plus U1 bar, plus I sur 2, U2 moins U2 bar, qu'on peut écrire comme ça. Et là, je vois un élément de f, parce que f est un espace vectoriel, donc ça appartient à f, ça appartient aussi à f, et j'ai son conjugué, donc ça appartient à f plus f bar, donc P de f est inclus, le complexifié est inclus dans f plus f bar, donc j'ai l'égalité. Pour les dimension de f en tant que c espace égale p, donc on a vu que dimension de f bar aussi, donc, et f plus f bar est donc de dimension finie, p de f c'est f plus f bar, donc sa dimension va être égale à ça plus ça plus ça, formule de Grassmann, mais dimension de p de f sur r c'est la même dimension que p de f sur c. Alors là, j'ai oublié de mettre C, c'est toujours complexifié. Donc la dimension de P de F sur R va être égale à 2 fois la dimension de P de F sur C, moins la dimension de F inter F bar, c'est bien ça que je voulais, sur C. Soit F, un sous-espace vectoriel du C espace vectoriel EC, f est un complexifié, ça veut dire complexifié de A. Si et seulement si f égale f bar. Démonstration, si f est égal à f bar. Alors comme je sais qu'on a toujours ça va faire f. Donc f va être le complexifié de f inter. Dans l'autre sens, si f est un complexifié, soit U appartenant à f, il existe xy appartenant à A
tel que l'on est ça, y appartient à A implique ça, u bar est égal à ça, est égal à ça, donc il appartient à f parce que x et moins y appartiennent à f. Donc u appartient à f implique que u bar appartient à f. Donc f est inclus dans f bar. Soit u appartenant à f bar. Donc u bar appartient à f. Il existe xy, tel que u bar est égal à x1. Et puis ça recommence, c'est toujours la même chose. Et donc là, je tiens que u appartient à f. Donc, si u appartient à f bar, il appartient à f. Donc f bar est inclus dans f. Donc f bar est égal à f, puisqu'on avait ça. Contre-exemple, soit E égale R2, donc un plan muni de la base canonique, D une droite de E, donc engendré par un vecteur AE1 plus BE2, du moment que AB ne soit pas tous les deux. D'accord? Donc là, ça va être l'ensemble des lambda AE1 plus BE2, lambda appartient à R. Ça, c'est ça, hein, D, la droite D, en tant que sous-espace vectoriel réel, R sous-espace vectoriel du R espace vectoriel quantum. Alors, AE1 plus BE2 est une base de D. Donc, ça va être une base de son complexifié. DC est une... DC, DC, oui. Donc, DC va être de la forme lambda AE1 plus BE2, mais cette fois-ci avec lambda appartenant à C. Bon, on sait que EC est aussi de dimension 2, engendré par B. Prenons une droite F de EC qui ne soit pas de cette forme-là. Alors, il suffit d'introduire I, par exemple, la droite F engendrée par le vecteur E1 plus IE2. Alors, attention, hein, là, c'est un C-espace, hein, mon grand F, hein, d'accord? C'est un sous-espace, je suis dans ce cas-là, si vous voulez. Donc, F bar va être quoi? Ben, F bar, je sais qu'il va être engendré par le conjugué de ça, d'accord? E1, ça appartient à E. Hein. E2, ça appartient à E2 aussi. Donc, le conjugué, c'est E1 moins IE2. Donc, ça, c'est différent de F. Alors, pourquoi? Parce que c'est deux droites différentes, ça. Parce que les vecteurs ne sont pas collinaires. Parce que si on avait ça, alors, attention, il faut prendre un nombre complexe. Hein. Si on avait ça, ben, ils ne sont pas nuls. Donc, si on avait ça, eh bien, ça me donnerait ça, une égalité, et ça me donnerait ça. Et là, bon, je vous laisse regarder, hein, mais de ça, on obtient B égale 0, et puis A égale 1, et ici, A égale moins 1, ce qui ne va pas. Donc, c'est impossible. Donc, comme F et F bar sont des droites, leur intersection est réduite au nul, ce qui est normal, parce que F inter F bar, on le sait, c'est égal au complexifié de F intérieur. Si je prends ça qui appartient à F, pour qu'il appartienne à E, ça c'est égal à lambda E1 qui appartient à E, plus I lambda E2. Lambda E2, il faut qu'il soit nul pour que le résultat soit un élément de E. Donc il faut que lambda soit nul. Donc j'ai F inter E qui est égal à 0, donc son complexifié aussi. Prolongement d'un endomorphisme en dimension finie. E est un R espace vectoriel, F un endomorphisme de E. Alors il existe un unique endomorphisme de EC, là on est sur un C espace, qui prolonge F, c'est-à-dire qui vérifie F' de x égale F de x, quel que soit x appartenant à E. Si U est un x plus y, hein, c'est une décomposition unique dans EC, avec xy appartenant à E, c'est-à-dire x la partie réelle de U, y la partie imaginaire, alors F' de U est égal à f de x plus i f de y, et donc f' égale f rond partie réelle plus i f rond partie imaginaire. Démonstration, donc on prend cette expression, f' est linéaire, donc f' de x plus i va être égal à f' de x plus i f' de y, mais x appartient à e, donc f' de x, je veux qu'il soit égal à f de x, f' de y à f de y, et donc je trouve ça. Et donc je trouve bien que f' de u est égal à f rond partie imaginaire de u plus i f rond partie... Non, f rond partie réelle de u plus i f rond partie imaginaire de u. Donc j'ai bien ça.
ce qui prouve l'unicité. Maintenant, est-ce que ça vérifie bien les conditions? Si x appartient à E, la partie réelle est égale à x, la partie imaginaire à 0, donc f' de x va être égal à f de x plus i f de 0. D'accord? F de 0, ça fait 0 parce que f est linéaire. Donc ça fait f de x, quel que soit x appartenant à E, donc la restriction de f' à E, c'est f, c'est bon. Montrons que f' est linéaire en prenant deux vecteurs u, u' dans EC, donc ils se décomposent comme ça, avec leur partie réelle, partie imaginaire. F' de u plus u' est égal à f de, j'écris u plus u', hein, c'est ça. Ça appartient à E, ça aussi, donc ça fait f de x plus x' plus i f de y plus y'. Et comme f est linéaire, ça fait ça. Et donc ça peut s'écrire comme ça. Et là, je vois apparaître f' de u plus f' de u'. Donc f' de u plus u' est égal à f' de u plus f' de u'. Ça colle. Si lambda est un complexe égal à a plus ib, f' de lambda u va être égal à f' de ça. Et là, j'ai x plus y, hein, c'est bien l'expression dans EC avec x, y appartient à E. Donc c'est égal à ça. Et ça fait f' de ça. Mais ça appartient à E parce que x et y appartiennent à E et que a et b sont réels. Idem ici. Donc f' de lambda u va être égal à f de ça plus i f de ça. Et f est linéaire, donc ça va faire a f de x moins b f de y plus i a f de y plus b f de x. Et si je calcule lambda f' de u, je vais trouver ça. Mais f de x, là, appartient à E. F de y appartient à E. Donc ça, c'est égal à ça. C'est-à-dire a f de x moins b f de y plus a f de y plus b f de x. Fois i, bien sûr. Et je compare ça et ça, c'est pareil. Donc f' de lambda u égale lambda f' de u. Et donc j'en déduis bien que f' est linéaire. Unicité, elle est bien linéaire, tout le résultat. C'est linéaire, évidemment. Si de plus E est de dimension finie n supérieure ou égale à 1 de base B, les EK, alors f' est déterminé par f' de EK égale EK. Parce que, les EK sont dans E. Donc f' de EK est égal à EK. Donc ça détermine par. On sait qu'une application linéaire est déterminée par les images de sa base. Donc ça détermine parfaitement les f'. Donc là, je retrouve l'unicité, mais en supposant la dimension finie, ce qui n'était pas le cas ici. Car les EK appartiennent à eux. Donc les matrices au passage, de f et de f' relatives à la base b de E pour f, et à la base b de f' dans EC pour f', non, la base b de EC pour f', voilà, et bien vont être les mêmes puisque f' de EK est égal à f de EK. D'accord? Comme f de plus, comme f appartient à LR de E, sa matrice est une matrice à coefficient réel, une matrice réelle, hein, qui appartient donc à Mn de R. Donc la matrice de f', elle aussi, elle va être réelle, elle appartient à Mn de R. On garde les hypothèses d'un R espace vectoriel, d'un endomorphisme sur E, et de ce que j'appellerais son complexifié, c'est-à-dire un endomorphisme sur EC qui prolonge F. Alors, KRF' est le complexifié de KRF, ce qui se note comme ça, et image F', le complexifié d'image de F. Si je prends U égale X plus Y avec XY appartient à E, F' de U égale 0, ça équivaut à dire ça, et comme lui appartient à E et lui aussi, ça équivaut à dire ça équivaut donc à dire que XY appartiennent à KRF, et donc dire que U appartient à KRF', ça équivaut à dire que X plus Y appartient à KRF plus I KRF, donc ça équivaut à dire que U appartient au complexifié de KRF. Si W appartient, dire que W appartient à l'image de F', ça équivaut à dire qu'il existe XY appartenant à E tel que W égale F' de X plus Y. Ça implique que W est égal à F de X plus I F de Y. Et ça appartient bien à image de F plus I image de F, donc au complexifié. Inverse, donc l'image de F est inclus dans le complexifié. Réciproquement, si W appartient au complexifié, c'est un X' plus Y', où X' appartient à l'image de F, Y' à l'image de F. Et donc il existe XY tel que X' égale F de X, XY appartenant à E, Y' égale F de Y, donc W égale ça. Et comme X et Y appartiennent à E, ça fait exactement ça.
Donc image de f est inclus, enfin complexifié est inclus dans l'image de f', de l'égalité. On garde la notation pour tout n appartenant à n, x, y appartenant à e. On a f' à la puissance n en x plus y est égal à f nième de x plus i f nième de y. C'est vrai pour n égale 0 parce que on a l'identité partout, donc x plus y égale x plus y. Pour n égale 1, c'est ce qu'on a démontré avant. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n. F appartient à R de E, donc f nième de x appartient à E, f nième de y à aussi. Et si je prends fn plus 1 en x plus y, c'est-à-dire f' en f' nième de x plus y, ça va être f' en f nième de x qui appartient à E, plus i f nième de y qui appartient à E. Donc ça fait f en f nième de x plus i f en f nième de y. Donc ça fait fn plus 1 de x plus i fn plus 1 de y. Et c'est égal à fn plus 1 de x plus y. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Donc d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Et donc ça, c'est toujours vrai. Supposons que dimension de E soit égale à n supérieur ou égal à 1, avec une base B de E. On sait que la matrice de f' dans B, c'est la même que la matrice f dans B, et qu'elle appartient à Mn de R. Donc f et f' ont les mêmes en déterminant qui appartient à R, et le même polynôme caractéristique. Ce polynôme, donc PC, polynôme caractéristique de f' égale PC, polynôme caractéristique de f, et lui appartient aussi à Rn de x, les coefficients sont dans R, puisque les coefficients de la matrice sont dans R. Soit E un R espace vectoriel, F un endomorphisme de E, F' sont complexifiés, alors les polynômes minimaux πf, πf' de F et F' sont les mêmes. Démonstration, πf est de cette forme-là, d'accord, normalisé, πf de F est égal à 0, donc on a ça. Donc on a ça, quel que soit x appartenant à E. Si x, y appartiennent à E, on prend u égale x plus y en fait appartenant à EC. F k'im, f' k à la puissance k. On sait que c'est égal à ça. Donc, pi f de f' qui est égal à ça, ça implique que pi f de f' en x plus y qui est égal à ça, va être égal à ça. Et là, je sépare en deux, ça fait ça et ça. Mais ça, donc ça fait pi f de f en x. D'accord? Et ça fait 0. Et ça fait 0. Donc appliquer un x sur y, ça fait 0. Et donc ça fait 0 quel que soit u. Donc ça veut dire que pi f de f' égale 0. Donc que pi f divise pi f' parce qu'on est dans R de x. C'est une division dans R de x. En effet, les matrices de f et f' dans la base B de E sont les mêmes et appartiennent à Mn de R. Donc pi f' appartiennent à R de x. Si x appartient à E, pi f' de f en x va être égal à pi f' en f de x. Donc pi f' en... Ah bah ici, f de x comme x appartient à E, c'est pareil que f' de x. Donc c'est pi f' en x. Et ça vaut 0. D'accord? Donc pi f' de f en x est égal à 0, quel que soit x appartient à E. Ce qui veut dire que ça est égal à 0. Donc pi f' divise pi f toujours dans R de x. Et comme pi f divise pi f', on va avoir pi f' égale lambda pi f avec lambda appartient à R. Sauf qu'ils sont tous les deux normalisés. C'est-à-dire que leur coefficient, leur terme de plus haut degré est égal à 1. Donc lambda est égal à 1. D'accord? Donc, oui, alors ça j'aurais pu l'écrire. C'est ça, lambda est égal à 1. Voilà, et donc c'est terminé. Pi f égale pi f'. Théorème de Cayley-Hamilton, qu'on a déjà démontré quand on étudiait les réductions des matrices. C'est à peu près la démonstration. Je vais utiliser, alors dans le deuxième cas, ou dans le premier, il n'y a pas besoin, je vais utiliser ce qu'on a vu avant. Si E est un K espace vectoriel, K égale R ou C, et F appartient à LK de E, alors, si PF est son polynôme caractéristique, pi f en f est égal à 0. Démonstration. Dans le cas K égale C, f est triangularisable dans une base, comme ça. Pi f est égal à ça. Par récurrence sur n, on démontre que pi f de f est égal à 0. En effet, si n est égal à 1, pi f est égal à lambda 1 moins x. On a une base E1.
f de E1 est égal à lambda 1 E1, donc f est égal à lambda 1 identité, hein, on est sur une droite vectorielle, donc pf de f est égal à lambda 1 identité moins f, d'accord, lambda 1 identité moins f, et donc ça fait 0. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n, on a triangularisé f dans une base, la restriction g de f au sous-espace engendré par les EK pour k allant de 1 à n a pour matrice ça, et donc pg de g est égal à 0. J'ai appelé g la restriction d'après l'hypothèse de récurrence. Pour k égale 1 jusqu'à n, pf de f en ek va être égal à ça, rond, ce polynôme-là, c'est-à-dire πg en ek, d'accord, qui vaut 0, parce que ek appartient à f. Ça vaut 0. Donc j'applique ça à 0. Donc je vais trouver 0. Πg de ek est égal à 0 pour tout k allant de 1 à n. Πf, alors Pg, c'est-à-dire Pf de f en ek est égal à 0. Pf de f en en plus 1 maintenant va être égal à ça. Et là, je l'écris comme ça. Alors, c'est-à-dire j'inverse. Donc ça fait ça, rond, ça. Ça en en plus 1, ça fait 0. Parce que f de en plus 1 est égal à lambda n plus 1. En plus 1. Donc ça fait 0. Donc j'applique ce vecteur nul à ça. Donc ça fait Pg de 0 égale 0. Donc finalement, j'ai πf de f en ek égale 0 pour tout k allant de 1 à n plus 1. Mais les ek forment une base. Donc ça veut dire que πf de f est égal à 0. Voilà. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Donc elle est héréditaire. Donc d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Alors, il nous reste quand même ça à démontrer. Fin de la démonstration du théorème de Cayley-Hamilton. Dans le cas où le corps est R, si f est triangulable dans une base de E, la démonstration est identique. Sinon, on considère un EC et le complexifié f' de f, f' appartenant à LC de EC. On sait que pf' de f' est égal à 0, puisqu'on l'a, c'est le premier cas. Mais pf' est égal à pf, parce que ça on l'a déjà dit. Et c'est un polynôme de R de x, et on sait aussi que f' de x est égal à f de x, quel que soit x appartenant à E. Si je prends x appartenant à E et que je l'applique à pf de f, puisque pf égale pf', ça fait donc pf' de f en x. Donc pf' en f de x. Alors pf' en f de x, c'est pf' en f' de x, parce que f de x est égal à f' de x, vu que x appartient à E. Et donc c'est pf' en f' en x. Et ça vaut 0. Donc ça fait 0, quel que soit x appartenant à E. Donc pf de f est égal à 0. Et donc la démonstration est terminée. On a vu les deux cas. Le cas k est égal à c, k est égal à r. Et on a toujours le polynôme caractéristique qui est annulé par f.